dit que si Tshisekedi fait des allers-retours en Angola, c'est pour chercher Kabila et non Fayoul et tous les autres. C'est pour chercher plutôt Kabila. Il doit se poser la question. Si réellement Tshisekedi cherche à dialoguer avec Kabila, pourquoi il cherche Kabila? Il doit donner la réponse clairement aux Congolais que c'est parce que Kabila est partisan de l'agression. C'est ça même l'essence. Parce que sinon, en réalité, il ne représente plus rien. À part qu'il soit sénateur à vie. Mais pourquoi un président de la République doit les rechercher selon mon co-débatteur? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire que c'est un traître. C'est-à-dire qu'il pactise avec l'ennemi. Là, c'est qui? C'est lui. Mais on parle de dialogue national inclusif. Mais c'est à ce dialogue, il n'y a pas que Kabila qui va invité, montrer et n'y répondre. Monsieur le journaliste, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est votre invité, mon très cher frère en face de moi, qui dit que Tshisekedi n'a pas besoin de Fayoul, n'a pas besoin de Kaboul. Il recherche Kabila. Pourquoi il recherche Kabila? Je passe. Il dit ici, il y a eu des élections 7 jours, et ainsi de suite. Il y a les uns qui sont frustrés. Oui, même moi, José Kanik, je suis frustré. Vous êtes frustré. Les Congolais, d'une manière ou d'une autre, peuvent être frustrés. Donald Trump aussi était frustré après les élections, qui a vu venir Biden à la présidence des États-Unis. Il a même parlé comme Fayoul, on lui a volé sa victoire à vérité des urnes. Mais lui qui est milliardaire, vous l'avez vu prendre les armes? Non, il a milité politiquement et les Américains lui ont fait une nouvelle fois confiance. C'est ça l'esprit républicain, monsieur. Arrêtez de défendre des personnes qui, certes, peuvent être frustrées pour une raison X ou Y. Vous n'allez pas dire que lorsque vous frustrez votre enfant, il a le droit de vous poignarder, monsieur. Le fait d'incriminer aujourd'hui Kagame, ce n'est pas pour autant que demain il va devoir abandonner sa vision, ses prétentions. Non. En tant qu'intellectuel, regardons-nous en face, posons-nous des bonnes questions. Que faisons-nous pour protéger nos territoires? Que devons-nous faire pour sauvegarder l'intégrité territoriale de la RDC? Que fait le garant de la nation Félix pour sauvegarder l'intégrité territoriale de la RDC? Parce qu'il est encore le garant de la nation. Il est, lui, le protecteur de tous les Congolais. Où avons-nous failli? Que devons-nous réparer? Que devons-nous arrêter de faire? Que devons-nous commencer de faire? Voilà les bonnes questions à se poser. Parce que jusqu'à preuve du contraire, cher ami, Bounaganda est occupé il y a cela 4 ans. Goma est occupé aujourd'hui il y a cela 1 année. Posons-nous des bonnes questions maintenant. Le président de la République, garant de la nation, a-t-il oui ou non failli à sa mission de protéger, de sauvegarder l'intégrité territoriale de la RDC? Et donc nous ne contrôlons rien. Et à l'heure actuelle, les gens sont en train de s'infiltrer dans nos communautés, ils se marient, ils s'achètent des parcelles, ainsi de suite. Et donc il y a en réalité un véritable remplacement social qui est en train d'être fait. Et tout ça, c'est à cause d'un homme dont l'arrogance, dont l'incompétence nous a conduit là où on est. Parce que non, comment on va être tendre? Parce que Félix Tshisekedi a commencé par banaliser la menace. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB,
commune de Ngadiema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au plus 243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Djoua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Le vieux monde se meurt et le nouveau monde tarde à apparaître. Et dans ce clair-obscur, le monstre surgit. Disait avec beaucoup de pertinence Antonio Gramsci. Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous choisir et vous arrivez au bon moment. Vous êtes sur Politikon TV, la force du détail. Et en ce jour, nous allons pouvoir nous apaisantir sur les questions qui animent la République démocratique du Congo au-delà de ce que l'opinion raconte, au-delà des informations ou des bris d'informations recueillies ça et là. Ici, nous allons, dans la mesure du possible, essayer de vous donner toute une autre trajectoire en confrontant les idées et les pensées pour parvenir à une solution lumière. Oui, c'est possible, car dit-on, du choc d'idées jaillit la lumière. Et avec votre participation, votre contribution tout azimut, nous pensons bien être à la hauteur, vous servir comme on sait bien les faire depuis un certain moment. Merci de votre confiance renouvelée à ces programmes. En ce plateau, entouré des deux intervenants, nous allons essayer de crever l'abcès au sujet de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Nous sommes sans ignorer que l'AFC-M23 avait bien jugé défendable et s'est retiré de la ville d'Ouvira. Est-ce, pouvons-nous considérer cela comme un début d'isolement ou une défaite infligée à Paul Kagame, le boucher de Kigali? Et puis nous allons revenir sur l'ancêtre du président de la République Félix Tshisekedi et en faire un bilan. Et pourquoi pas évoquer aussi le passage du président de la République à Davos, où il a participé à ce forum économique en vantant ce dont la RDC est capable, étant pays solution. Oui, la RDC est quasiment incontournable dans l'écosystème de l'univers. Pour en parler, on a sur ce plateau l'immense plaisir de retrouver José Kaniki, Jikaka. C'est comme ça qu'il se fait appeler. Merci de l'honneur, merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez les bienvenus et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2026. Merci beaucoup, cher Atibou. À vous aussi, bonne année et meilleurs vœux. Bonne année aux nombreux téléspectateurs de cette grande émission Politikon TV, mais aussi
bonne année, meilleurs vœux à mon compatriote avec qui nous allons partager ces beaux plateaux et nous allons opiner. C'est vrai, José Kani qui est tout simplement de l'AFDC, de l'Alliance de forces démocratiques du Congo. Cher Bahati Lukwebo. Exactement. Parti Il est déjà revenu des vacances ou c'est la coulée douce? Non, c'est la coule pas douce. C'est vrai, il y a eu un moment de repos. Lorsque vous totalisez 70 ans d'âge, il n'est pas donné à tout le monde de l'atteindre. Et lorsque il plaît au Seigneur de pouvoir vous l'accorder, vous devez esquisser un petit pas de danse et ça ne tue personne. L'essentiel ici, c'est que la majeure partie de son temps, de sa vie, il a passé tout simplement à servir la nation congolaise. Au-delà de ça, permettez-moi de lancer un petit message rapidement. Vous savez, nous devons avoir, nous Congolais, de manière générale, la culture fiscale, le civisme fiscal. Voilà pourquoi j'en appelle tout simplement à la population congolaise et particulièrement aux Quinois et Quinoises que l'échéance, la grande échéance, c'est-à-dire les paiements des impôts, vous savez que notre système fiscal est essentiellement déclaratif. Voilà pourquoi nous appelons, bien sûr, puisque la ville a besoin d'argent, puisque la Kinshasa a besoin de moyens pour pouvoir subvenir aux besoins, bien sûr, des Quinois et Quinoises, eh bien, la grande échéance commence tout simplement du 1er janvier au 1er février, selon la loi. Voilà pourquoi hier, il y a eu une réunion au niveau, bien sûr, de la direction des recettes de Kinshasa, la DGRK, allais-je dire, entre le ministre des Finances, Magloire Kapemba, ministre des Finances, et bien sûr, comment on l'appelle encore, les chargés des missions, Gérard Kamboa, par rapport au lancement qui se fera, bien sûr, les 26. Donc, nous en appelons aux Congolais, aux Quinois et Quinoises, de venir payer, de venir déclarer, ceux-là qui ont des immobiliers, ceux-là pour tout simplement payer l'IREL, l'impôt sur les revenus locatifs, mais aussi l'impôt foncier. Et cela va permettre que la caisse de Kinshasa puisse être renflouée afin qu'il y ait prise en charge des besoins des Quinois et Quinoises de manière générale. Voilà un peu le message. Merci de faire ce rappel au civisme fiscal. Mais pour en avoir besoin de le rappeler, il s'y est aussi d'établir le climat de confiance entre le citoyen et ceux qui dirigent le pays. Exactement. C'est cette confiance qui pousse que le contribuable continue à s'acquitter de leurs devoirs. Exactement. Sans quoi, il y aura toujours ces problèmes récurrents voilà qui vont revenir de temps en temps. Parce que la population se pose la question, oui, je contribue, je participe à la fiscalité de mon pays, mais ces fonds-là, sont-ils destinés à quoi? C'est ça aussi l'importance de la grande échéance. Parce que cela permet tout simplement que les agents de l'État, de la DGRK, descendent sur terrain, parlent, dialoguent avec les concernés, c'est-à-dire les contribuables, pour pouvoir les fidéliser et leur faire comprendre où va le moyen du contribuable. Ça va d'abord, dans les caisses de l'État, et ces moyens... C'est cela leur travail? Ou ce sont les décideurs qui doivent réfléchir sur ce qu'il convient de faire? Mais vous avez parlé de cette confiance-là. Le Congolais, le Quinois ne va pas débourser de son argent, bien que c'est imposable, bien sûr, mais il ne va pas les débourser de bon cœur s'il ne comprend pas la quintessence. S'il y a un groupe d'individus s'il n'y a pas de millions au détriment du peuple congolais. Mais ici, nous voulons signaler ici que c'est d'abord une obligation, l'impôt foncier et même l'impôt sur les revenus locatifs. Donc, on doit payer, bien sûr, il est normal que le Quinois puisse demander et obliger à l'autorité de pouvoir affecter le moyen pour son intérêt à bon escient. Merci beaucoup José Kaniki. Je rappelle que vous êtes cadre de l'AFC du président Modeste Bahati Lukwebo. AFDC. Pas confondre avec cela. Vous êtes de l'AFDC, bien sûr, le président Bahati, deuxième vice-président. Deuxième vice-président du Sénat. Voilà, je l'ai suivi dans une interview, il disait lui, il n'est pas enclin aux histoires de fête. Cela qui puisse paraître, je le vois, esquisser quelque part des danses à Dubaï. Bon,
il est important de célébrer aussi celui qui nous donne la vie. L'occasion aussi pour moi de saluer sur ce plateau la présence d'un jeune très pertinent que vous allez découvrir en une fraction de seconde, Joël Lamika, citoyen engagé pour les biens collectifs, jadis engagé dans des mouvements citoyens. Aujourd'hui, il a jugé de lancer son propre mouvement politique pour essayer de bousculer la hiérarchie. Comment allez-vous? Est-ce dire que de l'autre côté, ça n'a pas marché? Que vous voulez bousculer et tâter les terrains politiques? Merci beaucoup à tous les téléspectateurs, merci à mon co-débatteur, merci à vous, cher Gédéon. Comme vous l'avez dit, nous avons lancé le mouvement national de Congolais révoltés, après avoir évidemment milité pour le mouvement des consommateurs lésés. Le mouvement des consommateurs lésés était une plateforme évidemment de la société civile. Comme vous savez, en tant qu'acteur de la société civile, on a des limites. La grande partie de décisions sont essentiellement animées et prises par ceux-là qui sont élus, notamment les députés, notamment les dirigeants du pays. Et donc c'est comme ça, nous avons décidé de ne plus évoluer dans la société civile. Moi, à titre personnel, parce que le mouvement des consommateurs les continue. Et donc nous avons lancé un mouvement politique parce que nous nous préparons non seulement aux législatives prochaines, mais également nous nous préparons pour contribuer activement dans la vie politique de notre nation. Les consommateurs, plutôt les Congolais révoltés, contre quoi exactement? Nous ne sommes pas révoltés contre un quelconque régime, nous sommes par contre révoltés contre un système établi. Ce système, il a été établi depuis au lendemain de 1960. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où il y a une petite classe politique qui partage la grande partie des richesses de notre pays. Et pire encore aujourd'hui, vous avez un gouvernement où il y a plus de 7 membres issus essentiellement des familles de politiciens. Donc un gouvernement des héritiers, président de la République, héritier. Vous avez ministre de fonction publique, un héritier. Vous avez à l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée, un héritier, l'enfant d'un ancien gouverneur. En gros, aujourd'hui, il est clair que nous sommes dans un système de prédation totale où une petite classe d'élite se partage toutes les richesses de ce pays, toutes les fonctions. Et donc, quand vous creusez encore plus loin, vous découvrirez que la plupart d'entre eux sont essentiellement, comme je l'ai dit tantôt, les enfants d'eux, les fils d'eux. Et pendant ce temps, vous et moi, enfants d'enseignants, enfants de militaires, nous n'avons quasiment pas de place dans le paysage politique de notre pays. Il est donc important que ce système de prédation qui prive le peuple congolais de l'eau, électricité, du pain, mais également des bonnes routes, ce système soit totalement démoli. Est-ce que ce n'est pas un mouvement politique de positionnement tout simplement et non un mouvement qui vient se greffer sur une base idéologique? Si par exemple, par le passé, Joël Lamika s'était bien retrouvé dans le beau drap, est-ce qu'aujourd'hui, il serait décidé de lancer, de mettre sous pied ce mouvement politique qui est révolté contre toutes les antivaleurs? Il faut me dire si je ne suis pas dans les beaux draps aujourd'hui. Moi, j'ai toujours été dans les beaux draps parce que pour moi, la politique n'est pas un travail. Joël Lamika, c'est quelqu'un qui a une vie professionnelle active. C'est-à-dire que je travaille, je gagne ma vie par mon travail. Je ne vis pas de la politique. Je ne vis pas non plus de mon engagement citoyen. Ça, c'est la première des choses. Mais quand vous regardez avec beaucoup de maestria, vous allez découvrir que notre combat de Congolais révoltés n'est pas très éloigné du combat des consommateurs lésés. Ça veut dire que depuis longtemps, je mène un même combat, des combats pour les droits économiques des Congolais, pour l'égalité des chances, et même ma campagne électorale était essentiellement basée sur ça, basée sur des questions d'ordre social, notamment l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à des bonnes routes, l'accès à l'emploi pour les jeunes. Donc en gros, est-ce que si vous étiez élu par exemple lors de la dernière élection, Joël Lamika aurait la même verbe oratoire aujourd'hui pour dénoncer ce que vivent les compatriotes? Je l'ai eu avant, je l'ai eu pendant la campagne et je l'ai eu encore après la campagne. Donc, je garde le même combat depuis bien longtemps.
Ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent de près savent que Joël Amika mène le même combat. Même quand il m'est arrivé, évidemment, de recevoir, par exemple, la première dame à l'une de mes activités, cela n'a jamais impacté sur mon indépendance spirituelle, mon indépendance de réflexion. Beaucoup aussi vous critiquent. Est-on dans la continuité ou c'est tout le contraire? Vous n'êtes pas épargné par les critiques acerbes de vos détracteurs qui pensent que avec le mouvement des consommateurs lésés, vous mettiez des pressions sur le dos des décideurs afin de tirer profit par la suite et des dividendes de tout ce mouvement de pression que vous avez mis sur les décideurs. En une minute. Vous savez, la difficulté dans notre pays, les gens sont très suspicieux et les gens ne supportent pas les étoiles. À chaque fois que quelqu'un brille de par son combat, de par sa démarche, vous en êtes une. Et il y a des gens qui sortent de nulle part, les gens qui n'ont aucun combat comme le vôtre, les gens qui n'ont aucun background comme le vôtre, eh bien, ils vont sortir pour tout simplement, avec une seule mission, salir et ternir votre image. Comme je l'ai dit tantôt, mon cher ami, je vais vous partager un aveu. Moi, je travaille. Je travaille. Et jusque hier ou pas longtemps ici, je travaillais pour le système des Nations Unies. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui a faim. Je ne viens pas en politique parce que j'ai faim. Non. Ça veut dire que j'ai le minimum vital. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la première des choses. Vous n'avez jamais monnayé votre combat? Même pendant que je militais pour le compte du mouvement de consommateurs lésés, mais à côté, j'avais toujours un travail. C'est même ce qui fait qu'il y a des gens qui disent ouais, on ne te comprend pas, tantôt tu es manager des artistes, tantôt. Donc en gros, j'ai une entreprise qui fonctionne bien, je manage les artistes qui sont très connus et ça me rapporte bien. De l'autre côté, je suis consultant dans des agences internationales. Donc en gros, comment voulez-vous que quelqu'un avec un tel profil, vous puissiez le mettre dans le sale drap tout à fait bizarre de jeunes gens qui sont encore en quête de pain et paix. Moi, je ne suis pas en quête de pain. J'ai les minimums vital. Je travaille pour m'acheter une chaussure, pour m'acheter une voiture, pour voyager. Et donc, mettez-moi, faites un effort de me mettre quand même très loin de ce débat qui ne correspond pas à mon image. Non, ce n'était qu'une question, Joël Amika. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons énormément de respect pour vous, pour tout ce que vous faites pour l'éclosion de notre société qui doit faire un bond de développement. Il y a l'affaire Joseph Kabila. Joseph Kabila qui a été condamné par la haute cour militaire à la peine capitale. Il est toujours soupçonné et accusé d'alimenter la situation sécuritaire au moment où les filles et filles du pays aspirent au dialogue. Que retenir? Faut-il arrondir les angles ou mettre de côté ceux qui sont à la solde du boucher qui gagne? On écoute cet extrait et puis on revient pour en parler. Selon vous, Kabila constitue toujours une menace pour le pays et qu'il créerait des foyers de tension toujours pour renverser le pouvoir? En lisant les ordonnances que nous avons lues, son intention de revenir au pouvoir n'est plus à cacher, n'est plus à démontrer. Surtout qu'il y a des gens qui lui font confiance et qui parlent en son nom. Donc, il constitue pour nous, scientifiquement parlant, parce que il n'y a pas que le droit pénal et la procédure. Il y a également la criminologie, le comportement de la personne. Vous voyez, quand on échoue le plan Sassou Lissouba, on crée des rébellions. Et on justifie la rébellion. Et parmi les loyaux serviteurs, il y a notre frère Corneille Nangaa. Donc c'est encore une branche, c'est-à-dire c'est le plan B. Le plan A était d'utiliser les personnes qu'on venait de promouvoir pour pouvoir renverser le régime Tshisekedi. Alors, ce plan ayant échoué, il y a le plan B. Le plan B, c'est la rébellion avec le soutien du Rwanda. Mais curieusement, ce plan, je pense, ça ne réussira pas non plus. Merci de nous regarder. José Kaniki, vous avez suivi l'intervention de maître Jean-Marie Kabengela. Pourquoi toute cette agitation qu'on observe au sein de l'Union sacrée? Est-ce le problème que connaît la RDC
ou le mal du Congo, est-ce Kagame ou Kabila? Merci beaucoup. Le problème du Congo, Kagame ou Kabila. J'en arrive, mais permettez-moi. J'ai suivi mon très cher frère qui a parlé des héritiers. Il a semblé un peu fustiger les héritiers. Sur 56 membres du gouvernement, plus ou moins, il y en a 7, selon lui, qui sont des héritiers. Je l'apprécie déjà parce qu'il se lance dans la politique sortant de la société civile. Et c'est un exemple parce qu'il dit qu'il a déjà presque tout ce qu'il faut à un homme pour vivre sa vie. Et c'est une bonne chose, c'est encourageant. Aujourd'hui qu'il est dans Il suit presque le parcours de Modeste Bati, qui est votre président. Exactement. Aujourd'hui qu'il est politique, comme c'est un exemple, il serait un exemple pour ses enfants. Ses enfants peuvent aller dans le même sens que lui, c'est-à-dire devenir des politiques hier. Et aujourd'hui, déjà, lui fait un chemin pour ces enfants-là. En tant qu'exemple, en tant que bon exemple, le jour où ces enfants viendront dans la politique, seront-ils stigmatisés ou bien indexés parce que leur père a fait la politique? Je ne pense pas. Au contraire, ça serait une bonne chose. Il dit que le président de la République est héritier. Oui, tout humain est héritier d'une personne, parce que faisant partie d'une famille. Mais est-ce que le président de la République est président de la République parce qu'il est héritier? Je ne pense pas. Le président de la République a été élu par les Congolais. Donc ça n'a rien à voir du fait qu'il soit héritier d'une famille politique ou même d'une famille biologique, surtout d'une famille biologique parce qu'il a fait allusion à la famille biologique. Si c'est politique, c'est normal parce qu'un jour, lui aussi, ses enfants vont aller dans son sens. Et si il réussissait, ça serait à dire bravo et à dire merci même à leur père parce qu'il les a mis sur le bon chemin. Est-ce qu'être déjà fils biologique d'une figure politique, ça ne vous ouvre pas les horizons d'une certaine manière? C'est tout à fait normal. Le malheur serait d'être avantagé de manière négative. C'est-à-dire que l'on est incompétent, on ne peut rien faire, mais on vous prend, on vous place. Mais si vous militez, si vous êtes capable d'apporter vos idées dans tout le domaine de la vie... Anthony Tshisekedi a quelle compétence pour représenter le Congo au niveau de la SICOMINE? Il faudrait poser la question... Pourquoi les Congolais ont élu Félix Tshisekedi à la tête du pays? Mais moi je vous pose, pour Anthony Tshisekedi, à quelle compétence? Où a-t-il étudié? Quelle compétence a-t-il pour représenter le Congo auprès de la SICOMINE? Vous avez parlé du gouvernement. Je vous pose une question. Le favoritisme et le népotisme qui caractérisent votre régime, eh bien, en voilà les indicateurs. À peine. Laissez-le continuer. À peine. C'est pour dire tout simplement que l'essentiel ici, c'est que vous soyez compétent, que vous ayez les capacités, ça serait une bonne chose. Demain, je suis sûr, en vous voyant comme ça, que vos enfants poursuivront le même chemin que vous, une ou deux personnes, un ou deux enfants comme ça. Ça peut arriver. Et là, vous serez content, vous serez même fiers de vos enfants. Mais, même si on allait au-delà, s'il y a 6 personnes qui sont héritiers selon lui, mais il y en a 50 qui ne le sont pas. Le népotisme, est-ce que vous en savez quelque chose? Il n'y a rien de Et que dit notre constitution par rapport à ça? Il n'y a rien de népotisme à ce niveau-là. Par exemple, qui est au gouvernement parce qu'il n'a pas milité? Vous allez parler, par exemple, je vous donne un exemple d'une personne qui sort de mon parti. Comment on l'appelle encore? Arlette Bahati. Elle a milité depuis dans le parti RDC, comme moi. Bon, est-elle la seule qui a été nommée? Non. Si on a un quota, pour terminer rapidement, un quota par exemple de 5 postes ministériels, si ça se dit comme ça encore, eh bien, 4 ne sont pas membres biologiques. C'est à combien de pourcents? Faudrait-il que moi, José Kanik, j'empêche mon enfant de faire la politique parce qu'on va crier au népotisme? Alors, Jeb Bush, pourquoi il serait gouvernant? Il était gouverneur au niveau de, je ne sais pas, de Texas. Pourquoi George Bush? Pourquoi la femme de Bill Clinton?
Pourquoi Nicolas Sarkozy? Pourquoi les enfants de Mitterrand? Pourquoi Le Pen? Donc arrêtons un peu. L'essentiel, c'est que l'on soit compétitif à ces niveaux-là. Je viens sur votre question très chère, Gédéon. Kabila, Nanga, Kagame, tous les trois sont des dangers pour la République. D'abord, Kagame, parce que lui, c'est le recruteur des Congolais de mauvaise qualité, je ne me trompe pas. Pendant 30 ans, Kagame n'avait que recruter de personnes qui lui prêtent le flanc pour agresser la RDC. Ça, c'est une vérité, une réalité. Dans les rapports internationaux de toutes les organisations, dans les enquêtes et ainsi de suite, cela est dit et clairement établi. Donc Kagame, c'est le visage de l'agression en RDC, ça c'est clair. C'est le recruteur. C'est celui-là qui a des intérêts, selon lui, en disant qu'il veut récupérer les territoires en RDC qui lui appartenaient. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, Kagame s'est dit que, je ne sais pas, Massissi, Bunagana, Minembwe appartenaient au Rwanda. Non, ça n'a jamais existé. Donc, c'est un Machiavel. Donc, c'est une personne qui a des visées tout simplement expansionnistes de pillage. Vous comprenez avec moi, et vous êtes d'accord avec moi, que celui-là est un danger. Mais pour autant... Et l'implication de Kabila mais c'est clair. Dans la guerre que sévit la RDC. Puisqu'il a toujours été, Kagame, un recruteur de Congolais de mauvaise qualité. Depuis l'Avdel, oui ou non Kagame était dans la rébellion? Oui. Il est devenu président. Mais chasser les naturels. Il revient au galop. Au galop. Et aujourd'hui, il est où? Aujourd'hui, il y en a qui dit qu'ils vont recevoir les sénateurs à vie en pompe. Oh, la rébellion et les... Il y a de mal à recevoir un sénateur à vie sur les terres congolaises. Mais oui. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Goma appartient à la RDC. Vous êtes reçu par qui? Par des Congolais ou par des agresseurs de ceux-là qui occupent votre pays, s'il faudrait le dire ainsi. C'est ça le mal. C'est ce qu'on appelle être en intelligence avec l'ennemi. Puisque la rébellion, les rebelles, la rébellion est l'ennemi d'un pays, l'ennemi de la RDC. Donc ça c'est établi. Vous n'allez pas dire que la rébellion est l'ami de la RDC. Bon, maintenant vous vous mettez à pactiser avec ceux-là qui agressent la République démocratique du Congo. Vous êtes soudoyés. Vous êtes sécurisés. Mais nulle part dans l'accord de Washington, on a criminalisé Kagame. On a plutôt reconnu que ceux qui sont à Goma, c'est par le fait de causes profondes qui menacent la stabilité de la République démocratique du Congo qu'ils ont choisi la voie de la rébellion. Là, vous parlez de qui? Vous parlez en même temps de la rébellion et puis vous parlez de Rwandais. J'ai dit, nulle part dans l'accord de Washington, Kagame n'est criminalisé. De un, le monde, la RDC ne commence pas par l'accord de Washington. Et de deux, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en RDC, vous pouvez vous trouver des prétextes, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes en RDC par rapport, mesures défensives. Les mesures défensives, c'est mais aux frontières. Vous n'entrez pas dans la chambre de l'autre, vous n'entrez pas dans les salons de l'autre. Ah non, ça c'est clairement établi. Donc, la diplomatie peut trouver d'autres mots, mais la réalité est telle. La réalité sur terrain est telle que, par exemple, l'ONU dit clairement qu'il y a près de 10 000 hommes rwandais qui n'ont pas été invités en RDC. Ça serait différent s'ils étaient invités. C'est ça l'amitié, c'est ça le partenariat. Mais ils n'ont pas été invités. Et vous parlez, je vais continuer à parler de Kabila et de Nanga. Je chute déjà, puisque ce sont des Congolais de mauvaise qualité qui prêtent le flanc à l'ennemi. Et voilà que Kagame a maintenant le visage congolais que l'on nomme rébellion. Mais en réalité, ce qui s'est passé à Ouvira, vous comprenez que alors que la rébellion
disait qu'elle n'était pas concernée dans cette affaire de Washington. Mais lorsque Kagame a donné l'injonction, l'instruction, ils se sont retirés d'Ouvira. Donc, ils répondent à une armée étrangère. Alors, qui a donné l'instruction, Kagame ou Trump? mais c'est clair. Attendez un peu. Attendez. En quoi Moïndo Zangui, c'est Marco Rubio qui a donné ce mot d'ordre afin que le groupe rebelle se retire de la ville d'Ouvira. Merci. S'il vous plaît, nous connaissons comment les choses fonctionnent. Lorsque l'on a fait pression sur le Rwanda a donné des injonctions. Maintenant, puisqu'il s'agit d'un accord au niveau de Washington, toutes les parties peuvent entrer en jeu pour faire de la pression. Mais soyez-en sûrs, et vous êtes d'accord avec moi, que Nanga, Kagame, plutôt Nanga, Kabila et tous les autres représentent le trio d'enfer d'une armée étrangère, de cette armée qui nous agresse. Et malheureusement, ce sont des Congolais qui sont passés, ce sont des Congolais qui sont morts, 10 000, 20 000, 30 000 Congolais, malheureusement. Joël Lamika, vous aurez tout le temps pour rebondir sur ce qu'a dit tantôt José Kaniki. Est-ce le retrait de l'AF-23 de la ville d'Ouvira marque-t-il une défaite pour Paul Kagame après des fortes pressions diplomatiques appuyées par Kinshasa? Merci beaucoup, cher Gédéon. Je crois que vous devez interpeller nos amis de l'Union sucrée lorsqu'ils passent à des émissions sérieuses, qu'ils comprennent que le fait de crier les noms de Kabila, les noms de Kagame, les noms de Nanga, eh bien, ne changera rien à la situation sur terrain. La situation, elle est connue de tous. Vous avez parlé pendant longtemps, mais vous n'avez rien dit de pertinent qui correspond à la question. Vous n'avez fait que nous rappeler ce que nous savons déjà. Tout Congolais sait qui agresse le Congo, point barre. Le fait de venir criailler ici, Kabila, Nanga, Kabila, ça ne changera rien. En tant qu'intellectuel, eh bien, faites un effort d'être légèrement pertinent, réfléchissons, apportez des arguments qui correspondent à la question et puis essayons de voir comment, évidemment, dans ce choc d'idées va jaillir de la lumière. Donc, évitez-nous les chansons et les cantiques déjà connus et qui ne changent rien sur le terrain. Le fait d'incriminer aujourd'hui Kagame, ce n'est pas pour autant que demain il va devoir abandonner sa vision, ses prétentions. Non. En tant qu'intellectuel, regardons-nous en face, posons-nous des bonnes questions. Que faisons-nous pour protéger nos territoires? Que devons-nous faire pour sauvegarder l'intégrité territoriale de la RDC? Que fait le garant de la nation Félix pour sauvegarder l'intégrité territoriale de la RDC? Parce qu'il est encore le garant de la nation. Il est, lui, le protecteur de tous les Congolais. Où avons-nous failli? Que devons-nous réparer? Que devons-nous arrêter de faire? Que devons-nous commencer de faire? Voilà les bonnes questions à se poser. Parce que jusqu'à preuve du contraire, cher ami, Bounaganda est occupé il y a cela 4 ans. Goma est occupé aujourd'hui il y a cela 1 année. Posons-nous des bonnes questions maintenant. Le président de la République, garant de la nation, a-t-il oui ou non failli à sa mission de protéger, de sauvegarder l'intégrité territoriale de la RDC? Nos services, où étaient-ils pour prévenir la menace, mais également pour anéantir la menace? Ce n'est pas aujourd'hui, alors que nous sommes déjà blessés, que nous allons passer le temps à des plateaux comme ça pour identifier l'agresseur. On n'est plus à ce stade-là d'identifier l'agresseur. On est au stade de voir comment guérir, n'est-ce pas, penser la plaie qui est sur le corps qui s'appelle le Congo. Le retrait de M23 dans la ville d'Ouvira, je suis sidéré de voir certains jeunes de l'Union sacrée jubiler. Parce que pour eux, cela serait une victoire. Non, ce n'est pas une victoire. Ça marquerait peut-être le début d'un processus vers la paix. Vous savez, à l'heure où je vous parle, vous êtes journaliste, renseignez-vous, et l'ami de l'Union sacrée devrait également le savoir, les M23 n'avaient pas pour objectif de s'installer
définitivement à Uvira. Ils ont atteint un objectif. C'était de passer un message. Le premier message, c'était de montrer aux gouvernants, aux dirigeants congolais, qu'à tout moment, nous pouvons avoir la ville que nous voulons. Ne croyez pas parce que nous sommes restés longtemps à Goma que nous n'avons ni la force ni le moyen d'atteindre Uvira. Et deuxième message, c'était de dire aux autorités congolaises que cet accord avec les Américains ne représente pas grand-chose pour nous. Vous l'avez signé un lundi, mardi, nous pouvons décider d'avancer où nous voulons. Ils l'ont fait, ils l'ont démontré. Troisième chose, aujourd'hui, après avoir conquis Uvira, les M23, ils ont laissé Uvira derrière, ils sont allés un peu plus en avant. La bêtise serait justement de jubiler comme Kinshasa le fait. Les M23 sont allés un peu plus en avant. Je ne veux pas que les Congolais perdent l'idée selon laquelle la menace pèse toujours sur notre pays. Le Congo est toujours sous la menace. Ce n'est pas parce que les gens, les rebelles se retirent d'Uvira qu'ici on jubile comme si, voilà, on a reconquis nos territoires. Non. Est-ce que cet acte n'est pas lourd de sens? Parce que tous savons que la M23 s'est retirée de la ville d'Uvira après des fortes pressions diplomatiques de la part de Washington. Et cette ville est passée sous contrôle de la M23 au lendemain de l'entérinement de l'accord en date du 4 décembre 2025. Est-ce n'est pas un signe pour dire, voilà, chacun de vous retourne à ses positions initiales avant l'enterrement de l'accord et voir comment les esprits peuvent se rabibocher pour la signature de l'accord complet en intégrant aussi le processus de Doha. Est-ce que ce n'est pas ça le message que nous lance par exemple il faut comprendre le fonctionnement des rebelles depuis longtemps. Depuis la prise de Bunagana, depuis la prise de Goma, Bukavu, et ainsi de suite. Ils sont dans un jeu que j'appelle de trompe-l'œil, voyez-vous. Ici à Kinshasa, vous parlez de Rwandais, évidemment, qui sont derrière les M23. Mais les Rwandais sont connus pour leur niveau de diplomatie, mais aussi d'hypocrisie, voyez-vous. Et donc, si vous pensez que le retrait de rebelles, les supposés, ce fameux retrait de rebelles de la ville d'Uvira, est une victoire. Ça c'est une grosse erreur. Croyez-moi, à l'heure actuelle, les rebelles, ils ont leurs antennes au niveau d'Uvira, ils ont leurs répondants au niveau d'Uvira, ils ont installé ce qu'ils peuvent installer. C'est de la même manière, moi je me dis, demain, ils peuvent se retirer de Goma, mais tout ce qu'ils sont en train d'implanter aujourd'hui comme système, démolir cela, ça nous prendra beaucoup de temps. C'est comme ça que je reproche toujours à Félix Tshisekedi son incompétence chronique qui a aujourd'hui occasionné la chute de Goma, Bukavu et de Bunagana. Parce qu'aujourd'hui, il nous a vraiment mis dans un pétrin total. Les rebelles peuvent, sur le plan de façade, partir, mais en gros, ils ne partiront jamais. Aujourd'hui, les Rwandais sont en train d'infiltrer nos communautés. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Comme pour dire, ne comptons pas sur la sincérité, la bonne foi des États. Ça serait une très grosse erreur. Parce qu'à l'heure où je vous parle, la frontière Goma qui saigne est essentiellement contrôlée par le Rwanda. Et vous le savez. Et donc la partie des gemmes congolaises, il n'y a plus personne. Il n'y a que des agents du Rwanda qui sont en train de faciliter qui entre, qui sort. Et donc nous ne contrôlons rien. Et à l'heure actuelle, les gens sont en train de s'infiltrer dans nos communautés, ils se marient, ils s'achètent des parcelles, ainsi de suite. Et donc il y a en réalité un véritable remplacement social qui est en train d'être fait. Et tout ça, c'est à cause d'un homme dont l'arrogance, dont l'incompétence nous a conduit là où on est. Parce que non, comment on va être tendre? Parce que Félix Tshisekedi a commencé par banaliser la menace. Il a minimisé la menace. Vous et moi, nous sommes allés à l'école. Tous ceux qui ont fait l'école savent. Tous ceux qui ont fait les universités savent qu'une menace aussi petite soit-elle, il faudrait toujours la prendre au sérieux.
Ben, il était là, s'est baladé partout dans le monde. Non, c'est des jeunes gens, c'est des pantins, ils ne feront rien. Aujourd'hui, qui font du mal à la République si ce ne sont pas que ces pantins-là? Alors parlons du rôle de Joseph Kabila, ancien chef de l'État, dans cette situation sécuritaire. À vos yeux, quel danger représente Joseph Kabila? Moi, je ne suis plus dans cette logique de quel danger représente Nanga, Kabila, Joël, Kingandi ou Kingandi. Au moment où on a l'impression que son parti, aucun pays, il semble être seul, son parti qui est sous la menace des dissolutions, représente-t-il réellement un danger aujourd'hui? Autant que Tshisekedi représente un danger pour la vie démocratique de notre pays, autant Kabila représente un danger. Aujourd'hui, ces deux héritiers, d'un côté fils d'un ancien premier ministre, de l'autre côté fils d'un ancien président, eh ben, ce sont deux personnes qui font du mal à la République. Le problème du Congo aujourd'hui peut se résoudre si ces deux personnes décident de s'asseoir, de se regarder en face. Autant ils avaient dealé en 2018, autant ils peuvent redealer pour voir dans quelle mesure nous sortir de ce gouffre. Je veux vous dire une chose, mon cher ami. Rapidement. Je veux vous dire une chose. À l'heure actuelle, nous avons passé suffisamment du temps à identifier qui est derrière les M23, qui fait du mal à la RDC. Nous avons suffisamment passé du temps à trouver les traîtres partout, à pointer du doigt même des paisibles citoyens comme Nathanaël Onokomba, un jeune non armé qui vit paisiblement chez lui. Il sort au coin, il achète sa chikwang, il sort au coin, il prend sa moto. Eh bien, il le devient soudainement une menace pour le régime finissant de Tshilé-Djelou. Alors, s'il vous plaît, je voudrais ici rappeler nous n'avons pas un régime au Congo aux jeunes de l'Union sacrée qui peinent à réfléchir de façon correcte, parce que la plupart d'entre eux n'ont pas fait de bonnes études, ne sont pas allés à l'université, ils ont suffisamment passé du temps à militer qu'à étudier. Lorsque nous partions au campus, eh bien, eux, ils étaient en train de discuter sous les arbres. Je vais vous dire une chose, chers amis. Il n'existe aucun pays au monde qui n'a pas de traîtres internes ni de traîtres externes. Merci beaucoup. Le Congo, comme la Russie, comme les États-Unis, eh bien, nous avons les traîtres internes et les traîtres externes. Le rôle des dirigeants, ce n'est pas de rester là, croiser le bras et pointer du doigt. Il y a les traîtres, il y a le traître. Non, le traître, ça existe et ça existera toujours. Mais le rôle du garant de la nation, justement, c'est de protéger le pays face aux menaces et à la traîtrise interne et externe. Eh bien, s'il n'arrive pas à le faire, cela veut dire qu'il est incompétent et il doit partir. Merci beaucoup. L'AFDC, parti politique, vous soutenez toujours l'idée du dialogue, qu'il faut dialoguer pour discuter des causes profondes. Les thématiques retenues pour le dialogue. Et de quelles causes profondes va-t-on parler aujourd'hui? Rapidement, en 3 minutes. Merci. Vous savez, l'humilité possède toujours la gloire. Il y a mon frère qui vient d'arriver dans le champ politique, mais il a toute la prétention nécessaire. L'arrogance, traitant les autres d'incultes, n'avoir pas étudié, d'avoir passé, je ne sais pas, les temps où, et ainsi de suite. C'est de la prétention, c'est de l'arrogance. Ce n'est pas de l'humilité, malheureusement. Au-delà de ça, la prétention peut vous amener à penser que vous êtes pertinent. Or, en réalité, vous ne l'êtes pas. Il doit, la prochaine fois, je veux vous proposer de lui demander la liste des questionnaires ou bien des questions que vous devez adresser à vos invités. Parce que lui pense que vos questions ne sont pas bonnes. Vous me posez la question et même vous lui avez posé la même à la fin. Nanga, Kabila, Kagame ont-ils des dangers pour la République? Je réponds à vos questions. J'ai dit, Kagame est un danger par rapport à par rapport. Et Nanga aussi. Traite de la nation par rapport à par rapport. Kabila aussi. Donc je réponds aux questions de ces grands journalistes qui est en face de moi. Il est allé plus loin en épinglant la responsabilité aussi du président de la République dans cette débâcle. D'accord, mais déjà, il ne faudrait pas qu'il pense que vos questions sont impertinentes.
Puisque l'invité répond à vos questions. Si lui est incapable de répondre à une question exacte et d'aller au-delà, c'est une bonne chose. Mais seulement, il ne doit pas être prétentieux de penser que les questions du journaliste ne sont pas bonnes. Je passe. Est-ce que c'est ce qu'il voulait faire entendre? Mais c'est clair, parce que ne pense pas. Du moment que l'invité répond clairement aux questions du journaliste. Vous avez cru répondre clairement. Mais c'est clair. La question est celle-ci. Nanga, Kagame et l'autre ici, Kabila, sont-ils des dangers pour la République, oui ou non? Mais j'ai dit que Kagame est un danger parce qu'il a agressé la République depuis. Voilà les raisons. Donc je réponds. Soyez humbles, très chers frères. Je continue en disant, il faudrait trouver des solutions après avoir constaté et identifié les dangers. Nous sommes d'accord. Là, nous sommes d'accord. Voilà pourquoi nous sommes dans toutes les solutions, bien dans toutes les initiatives. Il dit que le chef de l'État, il tente de passer ses venins mortels au niveau de l'opinion, que le chef de l'État est resté bras croisés. Il n'a pas cherché à trouver des solutions pour le retour de la paix. Mais je lui dis ceci, dès Nairobi 2021, Nairobi, tous les groupes armés à Nairobi, y compris les M23, c'était déjà des initiatives et des solutions à trouver pour le retour définitif de la paix. Alors, en passant par Luanda, avec l'agresseur, pour la paix. Washington, Doha, et sûrement qu'il est d'accord avec les dialogues entre Congolais. Tout ça. Le dialogue inclusif. Inclusif, si vous voulez. Tous ces Mais avec ce genre de déclaration à l'emporte-pièce, l'idée, c'est pas d'avoir un dialogue qui serait exclusif? J'en arrive. Toutes ces initiatives démontrent que mon pays recherche la paix à travers toutes ces initiatives. Et même sur terrain. Dans quel sens? Lorsque la compétence, puisque l'on dit que la compétence est d'attribution, et la compétence de l'autorité politique, c'est de quoi? C'est de mettre les moyens, la logistique à la disposition de son armée, encadrer l'armée, la former et ainsi de suite. Vous n'avez pas appris que pour une première fois, on a doublé la solde des militaires. C'est une réalité. Et l'autorité établie est compétente pour faire cela. Vous n'avez pas appris qu'il y a la loi de programmation militaire qui n'a jamais existé dans notre pays. Quel résultat souterrain? Attendez un peu. Vous nous parlez des initiatives. Je vous démontre ici que le président et tout son gouvernement trouvent des solutions. Au-delà de ça, vous n'avez pas appris qu'il y a eu des formations militaires. Il y a eu, comment on appelle ça, des centres des opérations, bien des formations réhabilitées. C'est peu de choses. Comment on en arrive à une armée structurée, non clochardisée, si vous voulez? C'est à travers tous ces pas. Des initiatives courageuses, salutaires. Je continue. Quelles conséquences sur terrain? Je continue. Je vous donne la conséquence. Vous savez, Mobutu, avec toute la grande despée de l'époque, c'est en 7 mois qu'il a détalé. 7 mois. On nous a ravi les 2 345 410 km². En 7 mois avec des enfants, si vous voulez. Mais aujourd'hui, ça fait 6 ans, 7 ans. S'il vous plaît, je ne dis pas que nous n'avons pas perdu de bataille. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je vous démontre les efforts. Nous avons perdu des batailles, vous reconnaissez du moins. Mais exactement, je suis un homme rationnel et je fais preuve de... Et la guerre, c'est la sommation de toutes ces batailles. Là, mais hier, je vous démontre que nous n'avons pas perdu des batailles, mais nous avons perdu la guerre en 7 mois. Papa. Et Mouzé Kabila, on l'a liquidé, je ne sais pas, en 2 ans. C'est-à-dire que nos services de sécurité, certes, il y a beaucoup de choses encore à améliorer comme rationalité et bon sens, bien sûr, je l'ai dit. Mais nous faisons de bons en avant sur le plan diplomatique et même sur le plan militaire au-delà. Que reste-t-il à faire alors? Dialoguer ou pas? S'il faut aller au dialogue, pour parler de quelles causes profondes, par exemple?
En 3 minutes, vous terminez par là. Il va vous les détailler, mais moi je me pose la question aussi. Nous ne sommes pas contre les dialogues. Nous à l'AFDC, et même personnellement, nous sommes pour toutes les initiatives. Vous êtes ouverts au dialogue. Exactement, qui peuvent tendre à nous ramener la paix. Parce que la paix vaut tout. Parlons du dialogue. Puisqu'il y a les visages agresseurs de Kagame, il a reconnu ici. Est-ce que le dialogue avec Fayoulou, quelque part, à Béatrice Hôtel, ou je ne sais pas, au Grand Hôtel, avec Kaboum, avec Moïse Katumbi si vous voulez, c'est ce qui va faire en sorte que Kagame, qui agresse depuis 30 ans, en trouvant aussi des Congolais de mauvaise qualité toujours, puisse prendre ses clics et ses claques, son arsenal militaire, sa logistique et sortir du pays. C'est ça la grande question. Qu'ils essayent de nous répondre. Nous sommes d'accord que l'on va reprocher au président de la République mauvaise gestion. C'est possible. C'est possible pourquoi? Parce que je sais que même Trump, on lui reproche des choses. Même Macron, en France, on lui reproche des choses. Tout dirigeant, on leur reproche toujours des choses. Donc ça, en toute démocratie, ce n'est pas un problème. On va en parler. Mais la question, comment ils appellent ça? Cause profonde. C'est comme ça qu'il est. Cause profonde. Exactement. Mais les numéros 1, permettez-moi de le dire ainsi, des causes profondes, c'est la question sécuritaire, oui ou non? La question sécuritaire. Oui, puisque la cause profonde, c'est la question sécuritaire. Maintenant, lorsque nous parlons entre nous Congolais, nous récupérons les brebis égarées, comme autrefois avec l'AFDEL, comme autrefois avec RCD et les MLC, comme autrefois avec les CNDP, et ainsi de suite, nous pouvons récupérer. Mais qui ne vous dit pas que Kagame pourra trouver encore des Congolais de mauvaise qualité et des militaires, des officiers de mauvaise qualité qu'il pourra ensuite soudoyer, convaincre, le même travail des basses classes. Exactement. C'est ça la grande question. Congolais, ils vont nous dire détournement à gauche et ainsi de suite. Nous aussi, on va s'expliquer. Nous avons géré ceci, nous avons progressé dans ces secteurs et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte. Merci. Pour terminer, c'est pour dire tout simplement que la cause sécuritaire, on la traite avec l'ennemi. Parce que l'ennemi, c'est avec qui soit l'on fait la guerre, soit l'on fait la paix, comme il y a un adage qui dit tout simplement, l'on ne fait la paix qu'avec son ennemi. Merci beaucoup, José Kaniki, sur cette question. Je l'ai mis quand même le même temps d'antenne. Est-ce que la cause de la crise sécuritaire ou de la situation sécuritaire est-elle éminemment politique, tout d'abord, ou tout simplement d'ordre économique, raison pour laquelle on est dans différents processus de paix avec des volets diplomatiques, par exemple, pour établir la responsabilité et voir comment les minéraux critiques peuvent profiter et au Rwanda et à la RDC. Merci beaucoup, cher Gédéon. D'abord, je salue rapidement la lucidité de mon co-débatteur, dont la dernière réaction est totalement, je dirais même, aux antipodes de sa famille politique, ou encore aux antipodes de la position initiale de Félix Tshisekedi, qui ne voulait vraiment pas dialoguer, disait-il, avec les pantins. Mais aujourd'hui, face à la réalité, malheureusement, il sera contraint. Il s'était rebuffé en parlant d'un dialogue à ces conditions. Il sera contraint de dialoguer avec les pantins. À ces conditions. Malheureusement, bien entendu. Je dirais à Lingala, à Lingato, à Lingate. Et ceux qui sont lucides savent voir comment il se bat. Quand Félix Tshisekedi va en Angola, ce n'est pas pour aller chercher Martin Fayoulou. Quand il va en Angola, ce n'est pas pour chercher le... Et il dit c'est à l'initiative de... Quand il va en Angola, ce n'est pas pour aller... Et aujourd'hui, quand il se bat, voyageant en une semaine 3-4 fois pour l'Angola, lui, père de famille, ce n'est pas pour aller voir les beaux yeux de notre président angolais.
Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est déterminé, il se bat, il veut avoir le dialogue avec Joseph Kabila. C'est cela la réalité. Le même Kabila que ses collaborateurs incriminent ici, eh bien, c'est le même Kabila que Félix est en train de chercher. Donc, vous avez parlé d'humilité. Je crois que votre régime doit également faire preuve de beaucoup d'humilité. Ne prenez pas mon savoir-être et mon savoir comme étant des indicateurs d'arrogance. Vous savez, connaître sa valeur, c'est important. Et donc, moi, quand je vous brandis ma valeur intellectuelle, ce n'est pas pour minimiser la vôtre. Alors, la guerre, elle est complexe. La guerre, elle est complexe. Il serait quand même absurde de pouvoir l'entrevoir que dans un angle qui serait essentiellement sécuritaire. Aujourd'hui, la crise, elle est profonde, elle est systémique. Il y a beaucoup de gens qui sont lésés. Je ne dois pas vous rappeler ici que nous avons, pour la première fois au monde, connu les élections les plus longues de l'histoire, non seulement de notre pays, mais également de l'histoire de l'humanité. Les dernières élections organisées par le régime de Tshilé Djelou a fait exactement 6 jours. Voyez-vous, 6 jours, ça ne s'est jamais fait au monde. Cela fait partie des éléments de la crise. Vous avez aujourd'hui, mon cher Gédéon, vous avez aujourd'hui un parlement entier de la ville de Kinshasa, tout un parlement provincial ici, où il n'y a même pas un seul opposant. Même en Russie, ça n'existe pas. L'opposition, il faut rappeler, avait boycotté ces élections. Je le dis bien, mon cher ami, ce régime de sans-foutistes, ce régime tribal et de sans-foutistes est nuisible à la vie démocratique de notre pays. Nous devons le dire. Vous savez, même sous Kabila, les dictateurs, Kabila le diable, sous Joseph Kabila le criminel, tout ce que vous voulez de lui, eh bien, l'Assemblée provinciale de Kinshasa était tenue essentiellement par le MLC. Aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, les démocrates, l'Assemblée provinciale est à 100% tenue par l'Union sacrée. Qu'auriez-vous voulu qu'il fasse? Et donc, vous savez, que l'opposition n'est pas allée à ces élections. Vous n'aurez jamais les PPRD n'étaient pas allés aux élections. Vous n'aurez jamais, Fayoulou avec ses députés, vous n'aurez jamais une vraie interpellation du gouverneur de la ville. Conséquence, eh bien, voyez comment la ville est actuellement gérée. Et qui a facilité ces jeux? Deuxième réaction, comme étant des causes ou des signaux, des causes profondes de la crise politique. Le tribalisme, les favoritismes, les népotismes qui caractérisent ce régime. Je suis en train de travailler sur un article scientifique qui va venir très bientôt, où je mène une étude sur les origines des personnes nommées les 4 dernières années. Et jusque-là, je vous dis que à l'Urmambezo Kende, tu te rends compte déjà plus de 60% des personnes nommées sont tous issus d'un même espace géographique. Quand il y a une ordonnance présidentielle, s'il y a 15 nommés, tu as au moins 80 personnes, et plutôt 8 personnes, qui sont tous kassaïens. Moi, je ne suis pas tribal. Ma femme, elle est kassaïenne. Je parle Swahili, je parle Tchoulouba, je parle Kikongo. Je suis congolais. Vous êtes polyglotte, 100%. Un peu comme Caméré. Voilà. Et personne, très peu de gens connaissent même ma tribu. Parce que je suis congolais 100%. De mauvaise qualité ou de bonne qualité? Aujourd'hui, ce qui se passe dans ce pays, mon cher frère, c'est regrettable. C'est regrettable. Ce régime a lésé beaucoup de gens. Je veux bien dire lésé beaucoup de gens. Frustré beaucoup de gens. La solution? La solution aujourd'hui, eh bien, il faudrait échanger. Se regarder en face. Vous savez, s'il y a quelque chose que l'on doit reconnaître à Mobutu, j'ai eu la chance d'échanger récemment avec l'ambassadrice des États-Unis lors d'un dîner où j'étais invité avec les professeurs Bahati Lukwebo, avec Martin Fayoulou. L'ambassadrice a soulevé un point important.
parmi les témoignages de ses prédécesseurs, Mobutu, à chaque fois que son pouvoir était menacé, il faisait preuve de beaucoup d'humilité. Le grand Mobutu. Le grand Mobutu. Mobutu a reçu Bahati Lukwebo, Martin Fayulu et Christophe Lutundula. Il leur a dit, comment allons-nous tenir cette conférence nationale souveraine sans l'UDPS, sans Étienne Tshisekedi? Mobutu avait une certaine estime de ses opposants. Même au Kabila, à chaque fois que l'opposition montait au créneau pour dire libérer telle personne, on sentait que le pouvoir tremblait. Mais sous le pouvoir de Tshisekedi, un secrétaire général, ancien vice-ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre de l'Intérieur, se retrouve aujourd'hui séquestré, enlevé. Un président de l'Assemblée se trouve séquestré, enlevé. Et ça se passe à quelle heure? À 1h. Un Franck Diongo. C'est bien bon de juger les gens qui vont à la rébellion. Mais est-ce que vous savez que Daniel Safou a été privé de ses émoluments pendant 3 ans? Ce n'est pas tout le monde qui réagit à la frustration comme nous autres en venant débattre. Il y a des gens qui ont leur façon à eux de réagir. Ce régime a donc frustré et lésé beaucoup de gens. Comment est-ce possible de priver un père de famille, Safou, 3 ans de ses émoluments? On regarde déjà de ces camps de Et à l'époque, à comparer à un citoyen moyen, à l'époque, c'est la nuit et le jour. À l'époque, il n'était pas à la rébellion. Il n'était pas à la rébellion. Aujourd'hui, vous avez un Franck Diongo. Hier, il était arrêté sous Kabila. Mais sous le régime de Tshilé Djelou, eh ben, il s'est vu visiter par la milice, parce qu'on ne le dit pas assez. Les mêmes Franck Diongo a été arrêté sous Kabila. Oui, mais sous Tshisekedi, il a été humilié par une milice. La milice proche du pouvoir. Les portes du progrès, machin, je ne sais pas comment on les appelle encore. Ce père de famille a été obligé de se mettre à genoux, de demander pardon. Beaucoup de gens ont été frustrés. Regardons-nous en face. Parce que le Congo n'appartient ni à Félix, ni à sa famille politique. Et la responsabilité et aujourd'hui, dans ça émane de quoi? On met sous le dos de Tshisekedi. Mais mon cher ami, sous le régime de Kabila, tout était sous le dos de Kabila. Pourquoi sous le régime de Tshisekedi, tout serait sous le dos de Kabouya? Vous voulez qu'on pointe qui? Kabouya ou Bumba? Tu veux que je parle de Mama Marthe? Le responsable, c'est Félix, président de la République. Merci. Et donc, nous devons impérativement dialoguer. Mais le dialogue ne doit pas non seulement servir de béquille à Félix, qui est en train d'amplifier la crise afin d'obtenir un glissement à travers la stratégie de Kabila. Vous savez que Félix, aujourd'hui, il agit copieusement comme Kabila. Mais les dialogues lui profiteraient, par exemple... il veut rallonger son bail. Les multiples arrestations aujourd'hui, du côté de l'opposition, c'est parce que demain, Félix Tshisekedi veut, en échange, il va décrisper le climat politique et en échange, obtenir un glissement d'une année de 2 ans. Eh bien, cela ne passera pas. Félix Tshisekedi doit impérativement partir en 2028. C'est un virus qui a longtemps duré. Eh bien, nous devons mettre fin à ce virus. Essentiellement gangréné par la corruption, par les détournements. Eh bien, ce virus est nuisible à la vie, comme je l'ai dit tantôt, à la santé de notre pays. C'est l'incompétence qui a fait que les rebelles, qui ne sont pas plus forts que notre armée, mon cher ami, en les entendre parler, on croirait que les rebelles seraient plus forts que l'armée de la République. En les entendre parler, on croirait que le Rwanda serait plus puissant que la RDC. Non! C'est l'incompétence qui devient nuisible et qui étouffe la performance de nos hommes. Merci beaucoup. C'est pour ça, en 2028, chers Congolais, chers frères, tous les Congolais révoltés, à tous les adhérents, venez, réunissez-vous. Parce que nous devons chasser ce régime de Tshilé Djelou, ce régime des Belgo-Congolais, ce régime des anciens chômeurs qui se retrouvent soudainement à la tête des institutions. Eh bien, ils doivent partir. Et on va chuter rapidement avec José Kaniki. Bilan du président de la République en 7 ans.
les défis immenses restent à relever. Du moins, que pouvons-nous retenir en quelques minutes de ce 7 ans au sommet de l'État et des tirs qu'il faille à tout prix corriger ou rectifier lors de 4 ans ou 3 ans qui lui reste, avec prolongation certainement, si jamais il y avait dialogue, mais aussi l'arrestation des opposants. Est-ce que ça, c'est de bon augure? C'est de nature à permettre à ce que nous puissions arriver à cette cohésion. En 3 minutes, rabasser rapidement ce sujet, on va chuter par là. Je reprends. À qui veut l'entendre? L'humilité précède la gloire. Arrêtez la prétention, s'il vous plaît. Je continue en disant, mon très cher frère dit que si Tshisekedi fait des allers-retours en Angola, c'est pour chercher Kabila et non Fayoul et tous les autres. C'est pour chercher plutôt Kabila. Il doit se poser la question. Si réellement Tshisekedi cherche à dialoguer avec Kabila, pourquoi il cherche Kabila? Il doit donner la réponse clairement aux Congolais que c'est parce que Kabila est partisan de l'agression. C'est ça même l'essence. Parce que sinon, en réalité, il ne représente plus rien. À part qu'il soit sénateur à vie. Mais pourquoi un président de la République doit les rechercher selon mon co-débatteur? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire que c'est un traître. C'est-à-dire qu'il pactise avec l'ennemi. Là, c'est qui? C'est lui. Mais on parle de dialogue national inclusif. Mais c'est à ce dialogue, il n'y a pas que Kabila qui va invité, montrer et n'y répondre. Monsieur le journaliste, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est votre invité, mon très cher frère en face de moi, qui dit que Tshisekedi n'a pas besoin des Fayoul, n'a pas besoin des Kaboun. Il recherche Kabila. Pourquoi il recherche Kabila? Je passe. Il dit ici, il y a eu des élections 7 jours, et ainsi de suite. Il y a les uns qui sont frustrés. Oui, même moi, José Kanik, je suis frustré. Vous êtes frustré. Les Congolais, d'une manière ou d'une autre, peuvent être frustrés. Donald Trump aussi était frustré après les élections, qui a vu venir Biden à la présidence des États-Unis. Il a même parlé comme Fayoul, on lui a volé sa victoire avec idée des urnes. Mais lui qui est milliardaire, vous l'avez vu prendre les armes? Non, il a milité politiquement et les Américains lui ont fait une nouvelle fois confiance. C'est ça l'esprit républicain, monsieur. Arrêtez de défendre des personnes qui, certes, peuvent être frustrées pour une raison X ou Y. Vous n'allez pas dire que lorsque vous frustrez votre enfant, il a le droit de vous poignarder, monsieur. Vous n'allez pas dire que lorsque vous frustrez votre femme comme homme, je ne justifie s'il vous plaît, pas leurs s'il actes. vous plaît, s'il vous plaît, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Très cher monsieur, calmez-vous et disciplinez-vous. Non, non. S'il vous plaît. J'insiste que je ne justifie pas leur position. Vous justifiez. Pas du tout. Vous n'allez pas me dire non, pas du qu'en tant qu'homme, je suis homme, je peux frustrer ma femme d'une manière ou d'une autre. C'est pas pour autant qu'il va me poignarder, monsieur. Il y a 20 000 Congolais, il y a des millions de Congolais, il y a des déplacés, vous venez justifier ce genre de personnes. Fayoul qui a crié qu'on lui a volé la victoire. Vous lui avez vu toucher les armes? C'est le plus frustré selon vous. Il n'a pas pris les armes. Et pourquoi c'est Nanga? Aujourd'hui, si Fayoul dit qu'il avait été frustré, c'est à cause de Nanga. Mais Nanga, c'est votre partenaire. Voilà, vous ne comprenez rien. Lui je continue. Vous avez torpillé les résultats des élections de 2018. Soyez humble lorsque vous venez dans un champ politique, monsieur. Donc d'abord, arrêtez la prétention, monsieur. Opposition, il dit ceci. Tribalisme, ainsi de suite. Monsieur, soyez sérieux. Très cher frère. Très cher frère. Toutes les institutions, ce sont les ressortissants des autres provinces, monsieur. Et c'est ça l'esprit de notre constitution, très cher monsieur. De l'Assemblée nationale, en passant par le Sénat, les bureaux composés de toutes les provinces, la représentation, vous comprenez ce que je vais dire. Au niveau du gouvernement, au niveau des services de renseignement, de la justice. Mais qu'est-ce que vous voulez nous raconter? Le gouverneur de la ville de Kinshasa,
Qu'est-ce que vous voulez nous raconter sur le tribalisme? Donc, monsieur, arrêtez! Donc, vous avez tort! Je continue en disant ceci. Je continue en disant ceci. Vous ignorez beaucoup de choses. Vous savez, lorsque vous venez dans un monde politique, il ne faut pas prendre des phrases comme ça ramassées, très chers frères. S'il vous plaît, un peu de la modestie. En toute rationalité et bon sens, nous allons vous encadrer. Je continue en disant... Est-ce qu'il a besoin de votre encadrement? Pourquoi? On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Je peux être plus petit que lui. Pas en âge, bien sûr. Vous voyez déjà. Je vous attends finir, s'il vous plaît. Exactement, vous n'avez pas attendu finir, puisque vous m'interrompez. Non, continuez votre... Merci de m'accorder. Vos charabia. Merci. Vous pouvez appeler ça charabia, mais c'est une vérité. Je continue en disant ceci. Il vous reste 1 minute, hein? Pas de problème, j'ai tout dit. Qu'est-ce qu'il aura encore à dire? Bilan Tshisekedi. En 7 ans, c'est satisfaisant d'après vous? Je ne dis pas que c'est parfait. Il y a des choses à redire, il y a des choses à critiquer. L'opposition n'a pas toujours tort. Non, pas du tout. Surtout celle qui est républicaine. Elle peut reprocher des choses. C'est ça la démocratie. Et les chefs d'État ont toujours été ouverts à la critique. Mais parlons peu, parlons bien. Dans tout le secteur de la République, Félix fait mieux que ses prédécesseurs. C'est en 7 ans que je suis en train de dire ça. Dans la fonction publique, allais-je dire, les choses bougent. Dans l'enseignement, les choses bougent. Les enseignants, comment on appelle ça, le paiement et ainsi de suite. Même dans l'armée. Dans quel secteur? Dans le budget. Dans les finances publiques. Le budget, on est au-delà de plus de 20 milliards de dollars, Imaginez-vous. dont 13 en ressources propres et 9 milliards de financement extérieur. Effectivement. Est-ce que ça mais avance, imaginez un peu, imaginez un peu, allez dire, pendant 18 ans, et les financements extérieurs et les financements intérieurs, c'était 6 milliards. C'est parce qu'on ne voulait pas trop s'endetter. Voilà pourquoi il n'y avait pas de route construite. Parce que toute cette bagatelle de somme du budget, c'est ce qui permet que la gratuité de l'enseignement soit prise en charge, que la maternité gratuite soit prise en charge. Et aujourd'hui, on est sous le poids de la dette. Quelles conséquences sur la vie nationale et des pays du pays, dans la mesure où une question que certains le financement Congolais extérieur, l'impact dans l'assiette du Congolais ou dans les infrastructures, on n'arrive pas à le ressentir clairement. Très cher monsieur, sur Kila Kinshasa, vous allez comprendre que le gouvernement finance les routes. Ça vient d'où? Très cher monsieur, vous allez comprendre que la maternité gratuite n'a jamais existé dans ces pays. Merci. L'enseignement, dans l'armée, les choses avancent. Mais c'est pour autant que j'ai dit que c'est angélique, que c'est paradisiaque. Non, moi et mon frère, nous allons nous mettre d'accord qu'il y a des choses à améliorer. Mais il ne faudrait pas avoir la malhonnêteté, l'indécence de dire que ce régime fait pire, même sur le plan de la démocratie, sur la liberté d'expression. Merci beaucoup. Nous faisons mieux au-delà de certaines failles. Vous faites mieux, il y a des choses à revoir, à améliorer certainement, mais ces choses-là améliorées, vous ne les avez jamais dites, malheureusement. Mais je l'ai dit. Je suis sur votre plateau, je l'ai dit. Vous avez le temps d'antenne pour conclure, très cher Joël Amika. Vous voyez la difficulté avec cette classe politique. Des gens qui viennent défendre le pouvoir, comme je l'ai dit tantôt, ils viennent toujours pour crier, ils viennent raconter leur vie. Ils vous appellent toujours à l'humilité. Voilà. Et par exemple, il dit, il y a des choses qui bougent, on a fait ceci. Ça, même mon fils peut le dire, vous voyez ce que je veux dire. Mais un intellectuel qui a de la rigueur scientifique ne vient pas raconter sa vie comme ça. Il faut avoir des éléments chiffrés. Et mon cher ami, permettez-moi, si vous voulez défendre les chefs de l'État, venez avec des éléments chiffrés. Dites-nous aujourd'hui, combien d'emplois avez-vous créé? Donnez-moi ne serait-ce qu'un chiffre. Donnez-moi ne serait-ce qu'un chiffre. Combien d'emplois avez-vous créé en 7 ans, puisqu'on parle de bilan? Combien de routes construites en 7 ans? Et combien de routes réhabilitées? Ne venez pas raconter. Vous savez la difficulté que vous avez lorsque vous êtes en face d'un co-débatteur sérieux, intelligent et exigeant. Vous allez toujours l'accuser d'arrogance parce que il fait preuve de rigueur. Moi, je suis rigoureux. Monsieur, je ne vous laisserai pas raconter votre vie où vous n'avez pas d'éléments vérifiables, quantifiables. Eh bien, on a trop fait, on a trop fait. Même en sciences, TFC à Bongo, à Boakiango, on défendre. Parce que tu ne viens pas dire on a trop fait. On a trouvé autant de routes, nous on en a construit autant. On a trouvé autant d'emplois, nous on en a créé autant.
On a trouvé autant d'hôpitaux, nous on en a créé autant. Voilà, les taux de maternité étaient à autant, on en a fait autant. Ce n'est que sur base des éléments comparatifs que nous allons débattre comme étant des vrais intellectuels. Faute de quoi vous allez crier matin, midi, soir, on a trop fait, on a trop fait. Seuls les ignorants pourront se dire, ah oui, ils ont trop fait. Mais les éléments vérifiables, quantifiables, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Inutile pour moi de vous rappeler aujourd'hui que nous avons pas moins de 28 000 enfants qui souffrent de la malnutrition. Inutile pour moi de vous rappeler aujourd'hui que le Congo est sur la liste de 10 premiers pays avec des indicateurs de pauvreté les plus extrêmes. Vous n'avez pas honte de le dire, de le reconnaître plutôt. Inutile pour moi de vous dire, mon cher ami, regardez-moi en face. Regardez-moi. Bougez, Eko. Il fait un peu comme Mouzé face à Mobutu. Mon frère, je vais aller loin, cher aîné. Je veux vous dire que le Congo n'a aucune route moderne. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Alors ne venez pas raconter votre vie. Nous n'avons aucune route moderne. Vous construisez des routes qui ne tiennent pas compte de l'existence de piétons. Montrez-moi une seule route où on ne serait-ce que tenu compte de l'existence des personnes vivant avec handicap. Alors vous venez, ouais, on a construit des routes. Vous ne construisez rien. Vous bétonnez certaines routes déjà existantes plutôt. Et là où vous construisez, vous ne faites rien de moderne. Vous n'apportez aucune touche moderne. Donc soyez humble. C'est à vous d'être humble. Parce que vous n'avez rien fait en 7 ans. C'est comme ça que nous allons vous chasser en 2028. En définitive. Merci à vous pour l'invitation. Je reste disponible à débattre très prochainement. Mais cette fois-là, faites un effort. Ramenez-moi sur le plateau des débatteurs qui ont des éléments vérifiables, quantifiables, mais surtout qui font preuve de rigueur scientifique. Je ne veux pas des fanatiques. Merci pour aujourd'hui, Joël Amika, d'être venu. Merci à vous, José Kaniki, d'être venu. Merci de nous avoir honorés. La prétention, il peut les contenir. En tout cas, de toute façon, nous vous laissons à vous, chacun de vous, de se faire une opinion de lui après ces débats très polissés. Hein? Merci. Vous êtes resté zen. Merci pour ces débats de qualité, cet échange républicain. Et nous pensons du choc d'idées, jaillit la lumière et que les décideurs prennent les options, ce qui est dit au cours de cette émission, pour voir qu'est-ce qui peut être amélioré, rectifié pour que le pays retombe sur ses jambes et que l'on puisse répondre à ces destins de grandeur, ce destin qui nous tient et qui est le nôtre. Oui, merci à vous toutes et à tous de nous avoir regardés. Je vous retrouve avec la médaille de plaisir pour un autre casting sur votre chaîne. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Inch'Allah.